Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Bonjour Olivier. Matinée qui a bien commencé, si j'ai bien compris. Voilà, tout va bien. Voilà. Tout va bien. On est là, on est content d'être là. Exactement, la joie d'être parent. Ouais, vraiment, la joie d'être parent. Tout à fait. Alors, c'est un bonheur. Voilà, tout à fait. Alors, de quoi parle-t-on ? Alors, on va parler ce matin du Rav Yehuda Amital. Je ne sais pas si ça vous dit quelque oui, chose. La date d'aujourd'hui, le 9 juillet, a été le jour de sa disparition. Le 9 juillet, donc en 2010, donc il y a 8 ans aujourd'hui. Apparaître un Rav très connu, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Aretzion. Ouais. C'était aussi un ancien ministre, puisqu'il s'était lancé en politique. Il avait créé le parti Memad. Et donc, c'est de tout ça dont j'aimerais vous parler ce matin. Allons-y. Alors, il est né Yehuda Klein, à Oradea en Roumanie, et puis la partie, c'était une partie de la Roumanie qui en fait les Allemands ne sont arrivés qu'en 1944, et quand l'Allemagne donc est occupée en 1944, les nazis vont envoyer toute sa famille à Auschwitz où elle va être tuée, tandis que lui va être envoyé dans un autre camp, un camp de travail. Il va survivre à l'Holocauste, et il sera libéré le 4 octobre 1944 par l'armée soviétique. Juste après sa libération, il va tout faire pour rejoindre la Palestine. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Il va passer par Bucarest et il arrivera en Eretz Israël le 11 décembre 1944, quand même assez tôt. Il y a une petite histoire d'ailleurs. Il avait à l'époque, il était très ami du grand frère du Rav Lao. Alors le Rav Lao, ils sont 3 frères, les 3 frères qui ont survécu. Il y a le très grand, c'était le demi-frère. Ensuite, il y avait Toulek, et ensuite il y a le Rav Lao qu'on connaît. Donc il y avait Naftali et le Rav Lao. Donc il y avait Moshe Naftali et le Rav Lao qu'on connaît. Et il avait eu donc un débat avec le grand frère. On savait que les Allemands se rapprochaient, et donc le grand frère Lao a dit il faut absolument dès maintenant se lever et partir et fuir les Allemands et voilà, les fuir. Et le Rav Amital à l'époque lui avait dit, donc il était jeune, il avait 18 ans, le Rav Amital lui dit non, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est mourir par Kiddush Hashem. Ah oui. Et alors le grand frère du Rav Lao lui avait dit si tu veux, toi, meurs avec Kiddush Hashem, moi, je vais vivre. Et donc, ils s'étaient enfuis. Et à la fin de la guerre, ils se sont rencontrés et ils se sont croisés dans la rue. Et on raconte que ça, c'est une histoire que j'ai entendue du Rav Benilao, donc le neveu. Et le Rav Benilao racontait que donc son oncle avait dit au Rav Amital, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'étais pas censé mourir à Kiddush Hashem. Donc voilà, donc ça, c'est l'histoire. Ouais. Il faut dire que donc le Rav Amital, lui, va perdre donc toute sa famille dans l'Holocauste, va lui-même vivre la Shoah. Ça va énormément, bien entendu, influencer sa vie et le marquer. Après être arrivé en Israël, les ennuis ne sont pas finis, puisqu'il va être détenu dans le camp d'Atlit. Donc le camp d'Atlit, qui était un camp d'emprisonnement pour les Juifs qui faisaient leur alia illégalement. Ouais. C'était un camp anglais. On raconte. Donc là, on est avant 48. On est avant 48. On raconte toujours que ça, quand même, ça a marqué beaucoup, entre autres, les rescapés des camps qui sortis d'un camp en se disant que c'était fini. Ils voyaient arriver dans un autre camp avec les mêmes barbelés. Bien entendu, les conditions intérieures n'étaient pas les mêmes, mais quand même, c'était assez difficile. Donc, il va y séjourner un petit peu de temps, et ensuite il va aller à Jérusalem, où il va commencer à étudier à la Yeshiva de Hebron. Il va recevoir donc sa smicha du Rav Isser Zalman Meltzer, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Hebron. Okay. Il va aussi joindre la Haganah, donc ce mouvement militaire, pour apprendre à se défendre. Et puis il va aller étudier après son temps à Hebron. Il va étudier à Pardes Chana, à la Yeshiva de Kletsk, et c'est là-bas qu'il va se marier avec la fille du Rosh Yeshiva, avec donc Myriam, et ensuite la Yeshiva va être
envoyé à Rehovot, et c'est là qu'il va qu'il va vivre pendant quelques dizaines d'années. Après la déclaration de l'indépendance, l'unité d'Amital va être mobilisée. Il va faire des batailles, dont la bataille de Latroun, et il va après la guerre devenir un professeur, un moré, un ram à la Yeshivat Hadarom. Alors la Yeshivat Hadarom, c'était une yeshiva qui était à Rehovot. C'est peut-être elle qui va plus tard donner vie à la première Yeshiva Esder, donc ce concept où on a des jeunes qui, avant de faire leur service militaire, avant de s'engager à l'armée, ils étudient la Yeshiva, ils vont faire leur service militaire, ils reviennent. Et lui a été particulièrement, il fait partie d'une des personnes qui a véritablement eu beaucoup d'influence sur ce mouvement, ce mouvement de la Yeshivat Esder. Et puis après la guerre des 6 jours, il va créer la Yeshivat Aretzion, donc une Yeshivat Esder qui cette fois-ci sera dans le Gush Etzion. Alors il faut raconter que le Gush Etzion c'était un endroit qui a énormément marqué tout le monde, puisque c'était des implantations juives qui sont tombées à la veille de la déclaration de l'État d'Israël. De nombreuses personnes ont toujours rêvé d'y retourner. Au moment de la guerre des 6 jours, quand on a accès à nouveau au Gush Etzion, ce sont les premiers itnachaluyot, les premiers villages, premières implantations qui sont construites au-delà de cette célèbre ligne verte. Et donc on va créer cette yeshiva. Elle commence d'abord à Kfar en 68, il y a 30 étudiants, et puis au bout de 2 ans, elle va s'installer à Alon Shvut. Et en 1971, le Rav Amital fait quelque chose qui, pour l'époque, est presque complètement inattendu et très impressionnant. Il va tout simplement envoyer une lettre à Aaron Lichtenstein, au Rav Aaron Lichtenstein, qui est le gendre du Rav Soloveitchik, et il va lui demander de devenir avec lui Rosh Yeshiva. Ils vont partager la tête de la yeshiva. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Depuis, on a vu d'autres endroits qui l'ont fait, qui ont suivi cet exemple. Ils avaient tous les deux, on va dire, une vision des choses un peu différentes. Oui et non. D'abord, on va dire ça comme ça. Lui, il avait étudié dans certaines yeshivot, mais et en Europe de l'Est et en Eretz Israël, dont des yeshivot qui à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de types de yeshivot. Les yeshivot, elles étaient toutes harediot plus ou moins. Le Rav Aaron Lichtenstein, lui, avait étudié si je ne me trompe pas, non seulement avec son beau-père, le Rav Soloveitchik, mais aussi donc aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'a connu l'Europe que très peu, puisque je crois qu'il est né à Paris, il est parti à l'âge de 9 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'était pas du tout le même background. Les années de guerre, ils ont pas du tout vécu de la même façon. Si le Rav Amital n'avait qu'une connaissance que de la Torah, le Rav Aaron Lichtenstein, lui, avait un doctorat de l'université d'Harvard en littérature. Donc, bon, c'est une littérature anglaise. Ce sont des choses qui influencent. Voilà, de la façon de... C'était des manières différentes de voir les choses, et justement, le Rav Amital avait cette capacité de ne pas avoir peur de l'autre et de le faire venir. Et c'est comme ça les deux ont rendu la yeshiva d'Aretzion peut-être une des yeshivot les plus centrales en Israël. On va dire à l'époque, c'était une des rares yeshivot qui n'était pas complètement, qui n'enseignait pas complètement que les enseignements du Rav Kook, mais qui enseignait d'autres choses. Et puis toujours avec cette ouverture, avec et le Rav Amital et le Rav Lichtenstein poussaient leurs élèves à aller étudier aussi des choses profanes, et ne pas seulement étudier, ne pas seulement devenir rabbin, mais aussi devenir médecin et être un médecin fier et religieux. Alors dites-nous rapidement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, en 88, comment il arrive à Bemaïd. En 88, il décide de créer un parti politique religieux de tendance de gauche centre-gauche, oui, qui va s'appeler le Meimad. En 95, donc il va avec le Rav Melchior, c'est ça? Avec le Rav Melchior. Il faut dire que le Rav Amital avait été profondément marqué pendant la guerre de Kippour. Je ne sais plus si c'est la guerre de Kippour ou la guerre du Liban. Il y avait en fait toute à l'époque, les élèves de la Yeshiva Esder rentraient ensemble de la même yeshiva, ils allaient dans les mêmes
unités. Il y a toute une unité qui a été décimée. Et donc, il y a quelque chose comme 10 ou 12 étudiants de la même yeshiva. Et ça l'a beaucoup marqué. Et à partir de ce moment, il a dit qu'il fallait bien chercher à tout prix à atteindre la paix. Et donc, c'est comme ça qu'il a créé ce parti de gauche. Il va y être donc député, il va y être ministre sans portefeuille dans le gouvernement de Shimon Peres. Non, pardon, il ne sera pas un membre de la Knesset, mais il sera un membre du gouvernement. Un membre du gouvernement quand même. Bon, il ne va pas rester très longtemps dans la politique, mais il va quand même, il sera qu'une seule année, mais il va quand même être la force derrière ce mouvement politique. Voilà. Très bien, mais merci d'avoir rappelé le souvenir donc du Rav Amital qui est décédé il y a 8 ans. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.